Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire aujourd'hui. On va attendre quelques secondes pour donner la chance à tout le monde de pouvoir se connecter avant de commencer officiellement la session, le webinaire d'aujourd'hui. Alors, on va attendre une dizaine de secondes et puis par la suite, on pourra commencer officiellement le webinaire d'aujourd'hui. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis le vice-président aux affaires nationales avec la FCEI. Je veux vous souhaiter la bienvenue au webinaire aujourd'hui intitulé Perspectives économiques des PME. Je vais présenter formellement notre présentateur dans quelques minutes. Mais je veux vous mentionner que vous pouvez envoyer vos questions tout au long du webinaire en utilisant l'onglet au bas de votre écran Q&R ou Q&A, selon si vous avez la plateforme Zoom en français ou en anglais. Donc, à travers l'onglet Q&R ou Q&A, vous pouvez nous envoyer vos questions tout au long du webinaire. Et j'ai avec moi mes collègues Magda et Andrea qui pourront répondre à certaines de ces questions-là par écrit durant la session d'aujourd'hui. On a également ma collègue Charlotte qui s'occupe de la technique aujourd'hui. Alors, je veux remercier mes collègues pour leur travail avec nous aujourd'hui. Et on pourra également prendre quelques questions live un peu plus tard durant la présentation. Alors, je vous le présente. Notre présentateur aujourd'hui est l'économiste en chef et vice-président à la recherche de la FCEI, M. Simon Gaudreault. Simon est en charge de la recherche avec la FCEI. C'est un de nos porte-paroles. Vous avez certainement déjà vu Simon à la télé ou entendu Simon à la radio. C'est un de nos porte-paroles. C'est également une personne qui va rencontrer occasionnellement les élus, les membres de la fonction publique pour partager la situation des PME, faire part de données issues de ces travaux de recherche. Et également faire part aux élus ou à toute autre personne certaines recommandations de politique publique. Simon a joint la FCEI en 2011. Alors, bienvenue Simon, je vais te laisser la parole dans quelques secondes. L'agenda aujourd'hui est assez simple. Donc, Simon va présenter l'état actuel des PME, fera le point également sur l'inflation et sur les probabilités potentiel d'une récession. Donc, je vais laisser Simon vous expliquer tout ça. Donc, je te cède la parole. À toi, mon cher. Merci beaucoup, Jasmin. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous pour ce webinaire-là. J'espère que on va pouvoir, dans la prochaine heure, éclaircir peut-être certaines questions que vous avez, répondre à d'autres questions. On a essayé d'y aller avec un contenu qui va couvrir différents angles, puis on espère qu'il va apporter de l'information utile pour que vous puissiez démêler un peu peut-être tout ce que vous voyez à l'horizon économique. Et avant que je rentre dans le contenu comme tel, je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, sur le webinaire, on va vous présenter évidemment de l'information économique qui vient de Statistique Canada ou de la Banque du Canada, mais on va aussi vous présenter de l'information qui vient de vous finalement. Et ça vient de vous parce que si on avance sur cette diapo-là, Charlotte, ce serait bien. En effet, là, les statistiques sont importantes. Les données sont importantes. Et rapidement, à la FCEI, quand on a été créé il y a une cinquantaine d'années, on a fait
on a pris la décision d'utiliser les sondages pour vous consulter, pour obtenir une opinion directe sur les politiques publiques qui vous touchent, puis vos perspectives. Donc, on vous envoie encore aujourd'hui, puis plus que jamais, en fait, beaucoup de sondages. Chaque année, il y en a quelques douzaines de sondages, plus d'une trentaine, en fait, qui vous sont envoyés à différents moments de l'année sur différents sujets. On en a deux principaux à l'heure actuelle, puis vous allez voir certaines données sur certaines diapos. On a notre sondage du baromètre des affaires, dont les questions ne changent pas finalement. On fait ça à tous les mois depuis 2009. Un sixième du membership le reçoit chaque mois, donc vous le recevez en rotation. Ça nous permet de garder la trace là, de l'humeur des PME, des conditions économiques et les conditions d'affaires. Vous allez voir quelques données dans les prochaines minutes. Et on a aussi notre sondage qui s'appelle Votre Voix, où tous les membres qui n'ont pas reçu le baromètre dans un mois, donc le 5/6e qui reste, chaque mois vont recevoir Votre Voix, qui sont des questions cette fois-là qui changent à chaque mois, donc qui sont sur des sujets d'actualité, des sujets chauds. Et donc, ça va faire aussi partie des données économiques que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis, juste là-dessus, je voulais simplement vous remercier. C'est vous, les membres de la FCEI, qui nous permettent de présenter des données crédibles et de la recherche crédible à tous les niveaux de gouvernement. Puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui peut attirer l'attention d'un politicien sur un enjeu clé comme de lui dire qu'on a fait un sondage auprès de milliers de PME et que ce sondage-là a été fait très récemment. Donc, ça nous permet de demeurer crédible. Merci beaucoup pour votre collaboration très précieuse. Si on va maintenant dans le vif du sujet, je voudrais passer à la première partie de la présentation, qui est un tour d'horizon là, de la situation des PME, situation économique. On ne passera pas beaucoup de temps, vous connaissez votre situation, mais juste pour confirmer certaines données de base. Évidemment, pour certaines PME, ça a été un long tunnel, les dernières 2 ou c'est pas 3 dernières années, et même certaines qui sont encore bien engagées dans le tunnel, n'ont pas encore vu la lumière au bout du tunnel. Puis celles qui en sont sorties, c'est la deuxième image que vous voyez ici à droite. On est souvent face à une perspective pas mal embrouillée. On ne sait pas où l'économie se dirige dans les prochaines années, les prochains mois, parfois même le prochain trimestre. Là, on est encore à cette étape-là où, à cause des temps qui sont un peu sans précédent d'un point de vue économique, c'est difficile de voir en avant. Si on commence maintenant par, je dirais, la première partie qui est l'état de santé des PME, donc si on va à la prochaine diapo, vous allez voir maintenant les chiffres de ce qu'on appelle notre tableau de suivi de la santé des PME. Vous pouvez le trouver en ligne, là, puis je rappelle que le lien vers la présentation a été partagé au début du webinaire, donc vous pouvez le trouver dans le chat, je pense. Vous pouvez cliquer là-dessus, il y a un hyperlien en bas, ça vous amène directement au tableau. Vous pouvez sélectionner des réponses par province. Bientôt, on va ajouter les données par secteur aussi. Mais vous voyez ici, ça c'est pour l'ensemble du Canada, c'est des données assez récentes, là. C'est jusqu'au 28 novembre 2022. Donc, il y avait plus de 50 des PME qui faisaient des revenus sous la normale. Donc, ça, c'est comparativement, par exemple, à la dernière année avant la pandémie, donc 2019. Il y a presque 6 sur 10 qui ont des dettes liées à la pandémie encore à rembourser, pour une moyenne là, de dettes encore à rembourser de 114 000 $ par entreprise. Donc, évidemment, c'est des données qui sont, et on voit même un 17 là, présentement, qui envisagent soit la faillite ou une fermeture permanente de leur entreprise. Donc, c'est des PME qui le considèrent sérieusement. Ils n'ont pas encore pris la décision, mais tout ça montre que on a finalement des conditions qui sont difficiles pour les PME. Puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement ça dans les données présentement économiques quand on regarde l'ensemble du PIB qui met les PME avec les grandes entreprises, avec les dépenses des gouvernements. On ne voit pas nécessairement ça. Les PME ont quand même pas mal souffert, là, comme les chiffres le montrent ici. Puis si on va à la prochaine diapositive, oui, Jasmin, tu voulais intervenir? Juste pour être bien certain, Simon, quand tu parles de revenus sous la normale, c'est comparativement aux revenus que l'entreprise faisait avant mars 2020 ou avant la pandémie. C'est bien ça? C'est ça. On demande vraiment aux entreprises
Si vous avez un point de repère, prenez la dernière année normale puis dites-nous à l'heure actuelle, est-ce que vos revenus se comparent à cette dernière année normale-là? Et il y en a plus que la moitié qui nous disent que c'est toujours pas revenu à la normale à l'heure actuelle. C'est vraiment des données récentes de novembre de cette année. Ici, là, on peut voir notre autre sondage dont je parlais, celui qu'on fait depuis 2009 à chaque mois. Donc, la question n'a pas changé depuis des années et c'est en fait pour mesurer votre niveau d'optimisme. Il y a beaucoup de chiffres, là, mais si on se compare, puis de lignes, mais si on se concentre en fait sur la ligne bleue, regardez plus complètement à droite, en fait, la fin de la ligne. Donc, ça, c'est la période où on est présentement. Ça, c'est votre optimisme pour les 12 prochains mois. Donc, la performance de votre entreprise au cours des 12 prochains mois. On est à 50. Qu'est-ce que ça veut dire, un indice de 50 là, pour notre baromètre des affaires? Ça veut simplement dire que la part des entreprises qui sont optimistes pour les 12 prochains mois est équivalente à celles qui sont pessimistes. Puis 50, là, ça, c'est un niveau, là, si vous regardez là, ailleurs sur la ligne, si on remonte le temps, donc on se déplace de la droite vers la gauche, il y a eu un creux, évidemment, à la pandémie, un gros creux. Puis, il y a eu aussi un autre creux qui se comparait à aujourd'hui, là, au tout début de la ligne, donc la récession de 2008-2009, quand on a commencé à faire le sondage. Donc, on est à un niveau présentement d'optimisme, là, selon ce que vous nous dites, là, qui est visité généralement seulement pendant des périodes de récession. Mais on va pouvoir discuter un peu plus de la récession là, dans les prochaines diapos. Pour commencer, je voulais vous parler de l'inflation. Mais Jasmin, oui. Oui, juste sur le baromètre, tu dis qu'il est à 50 présentement. Dans un monde idéal, le niveau de confiance est à quel niveau? Bien, si on regarde et qu'on essaie de tracer peut-être une genre de ligne horizontale qui prendrait la moyenne, là, mais mettons de la courbe bleue là, sur 12 mois, on serait à peu près dans le 65, puis généralement, on se dit quand ça va vraiment bien, on va atteindre un 70. Donc, on est encore loin de ça là, présentement. Il y a beaucoup de chemin à parcourir pour que l'optimisme soit considéré comme étant dans une période normale, là, une période reflétant une bonne croissance économique. Je comprends, merci. Et si on revient sur, si on poursuit sur notre inflation, c'est sûr que c'est un sujet là, qui est central, qui est majeur. Hein. On ne pouvait pas ne pas passer un peu de temps là-dessus. Puis on voulait aussi vous expliquer peut-être qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Évidemment, l'inflation, tout le monde la vit. Là, il ne suffit pas juste d'être propriétaire de PME, vous la vivez dans la vie de tous les jours. Tous les Canadiens, tous les Québécois vivent cette problématique-là. On voit à quel point ça peut faire mal. Puis c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas vu à ce niveau-là depuis longtemps, comme on va le voir dans la prochaine diapo. Puis d'ailleurs, si je vous amène sur cette prochaine-là, je voulais en fait commencer avec un petit cours d'inflation 101, là, juste pour être sûr que tout le monde est bien à l'aise avec tous les concepts. Donc, l'inflation, c'est évidemment le taux d'augmentation des prix sur une période donnée. Puis, généralement, on parle de 12 mois. Donc, sans aller dans tous les détails du graphique qui est en bas, ce qui est une histoire de l'inflation au Canada depuis 100 ans, si on regarde là, complètement à droite de la courbe, c'est là où les dernières données pour l'inflation sont disponibles, octobre de cette année. C'est les dernières que StatCan a publiées. L'inflation était à 6,9 %. Ici, arrondi à 7 là, pour le graphique. Mais 6,9 %, comme on peut voir, c'est un niveau qui est assez élevé en regard là, des dernières décennies. La dernière fois qu'on a eu un niveau d'inflation à 7 c'était en mars 1983. Donc, ça fait presque une quarantaine d'années. Donc, on parle vraiment, relativement parlant, d'une situation qui est quand même un peu inusitée. Là. Pourquoi est-ce qu'on était peut-être déshabitué à ça? Bien, vous pouvez voir là, la période juste avant la période actuelle dans le graphique, on est assez appelé, on était autour de 2 % parce que la Banque centrale, la Banque du Canada, a fixé un objectif de maintenir l'inflation à 2 % au printemps de 91. Puis peu de temps après, elle a réussi à
à établir l'inflation à ce 2 %-là, puis elle l'a quand même maintenu, comme on peut le voir sur le graphique, pendant les 30 années là, et plus qui ont suivi. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup là, en regard de ces dernières 30 années-là, mais lorsqu'on regarde plus loin dans le graphique, plus à gauche, bien, comme vous pouvez voir, il y a eu des grandes périodes d'inflation. On a même atteint 22 % d'inflation en juin 1920. Puis il y a eu des périodes même de déflation où les prix décéléraient pendant la Grande Dépression, par exemple. Mais il reste que l'inflation actuelle est élevée en regard là, des récentes années. Maintenant, si on se compare aux autres pays, on peut voir qu'on n'est pas les seuls dans ce bateau-là. Donc, l'inflation est quand même élevée. Là. Ça, c'est un graphique qui vient du Wall Street Journal qui montre des données pour le Canada, qui est la ligne en beige là, ou en couleur sable, là, doré, en tout cas, peu importe comment vous voulez l'appeler, mais le Canada montre une augmentation importante de l'inflation depuis le début de l'année 2021, mais c'est le cas aussi, comme vous pouvez voir, de plein d'autres pays développés, notamment tous les pays de la zone euro, les États-Unis. Donc, on n'est pas les seuls dans ce bateau-là. Si on se penche maintenant un peu plus sur les causes de l'inflation, oui, Jasmin? Sais-tu si le Canada se trouve dans la moyenne? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus ou on ne sait pas? Bien, c'est sûr que les données montrent que l'inflation est quand même importante au Canada, oui. On ne serait pas, par exemple, le pays là, qui a la pire inflation. Si on regarde les données à l'heure actuelle, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont des problèmes qui sont plus importants que les nôtres. Même aux États-Unis, je dirais que l'inflation, là, puis on va le voir dans les prochaines diapos, nous, notre tendance de l'inflation, c'est déjà un peu à la baisse. Tandis qu'aux États-Unis, même s'il y a une amélioration, c'est plus léger. Donc, il semble y avoir un plus gros défi dans d'autres pays qu'au Canada à l'heure actuelle. Sauf que, évidemment, ça, c'est en se comparant, mais de manière absolue, comme on l'a vu, l'inflation là, au Canada est encore très élevée. Et cette diapo-là, maintenant, ça tarde un peu aux causes. J'imagine que là, vous avez déjà jeté un coup d'œil, je n'irai pas en détail, mais peut-être des termes qui attirent votre attention, c'est la fameuse spirale prix-salaire que vous pouvez voir dans l'une des causes nationales. Qu'est-ce que c'est? Là? Très brièvement, c'est une chose que les économistes puis les gens à la Banque centrale redoutent beaucoup, c'est on a une augmentation des prix à cause de l'inflation et tout ça, et ça amène des demandes salariales plus élevées qui, elles, vont finalement finir par se répercuter aussi dans le coût des autres produits et ça fait augmenter les prix. Et quand les prix augmentent, bien là, on veut à nouveau augmenter les salaires. Donc, on se trouve finalement à perdre le contrôle. Hein. On s'enfonce. Et la Banque centrale ne veut surtout pas que cette dynamique-là s'installe présentement au pays parce que ça rendrait l'inflation très difficile à maîtriser et ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Ça a pris 15 ans, en fait, pour ceux peut-être qui s'en rappellent, dans les années 80, 70 et 80, la lutte à l'inflation des banques centrales a pris une quinzaine d'années pour ramener l'inflation à des niveaux plus raisonnable. Donc, la spirale prix-salaire, on veut éviter ça à tout prix. Mais vous pouvez voir qu'il y a des causes qui sont propres à chez nous, puis il y a des causes à l'international aussi, peut-être qu'on contrôle moins directement, évidemment, pour cette inflation-là. Si on va sur la prochaine diapo, maintenant, on décortique un peu l'inflation. Donc, vous avez ici l'inflation pour le Canada, encore une fois, et c'est ce que la Banque du Canada montrait dans son rapport là, d'octobre. Donc, on voit ici, l'inflation, c'est la ligne noire. Et là, il y a toute petite partie de la courbe là, qui est pointillée vers la droite. Ça, c'est des prévisions. Hein. Elle avait les données, la Banque du Canada, jusqu'à à peu près l'automne ou la mi-2022. Après ça, c'est des prévisions. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que l'inflation est composée de différents
grandes composantes. Donc, il y a l'énergie, il y a les biens, les services, les aliments et le logement. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'il y a eu un pic de récession là, plus tôt cette année, c'était les barres bleues, l'énergie composait une grande partie de l'inflation. Ça s'est depuis modéré grandement, puis c'est ça qui a fait baisser l'inflation récemment. Puis on voit aussi que pour toutes les autres barres, là, les autres couleurs qui composent l'inflation, les grands groupes, ça s'est beaucoup, accru depuis 2 ans. On voit que l'inflation pour toutes ces catégories-là a augmenté. Et donc, ça veut dire qu'on est dans une situation vraiment d'inflation plus généralisée. Si on va maintenant du côté de la réponse de la Banque du Canada à ce qui s'est passé, sur ce graphique-là, vous avez dans le bleu foncé, c'est l'inflation. Ça, c'est ce qu'on a vu là, sur d'autres graphiques. On voit que comme on disait, ça a commencé à monter en janvier 2021. Puis en rouge, c'est la réponse de la Banque du Canada avec ses hausses de taux d'intérêt. Donc, les taux d'intérêt, ça, c'est le principal outil que la Banque du Canada va utiliser généralement pour s'attaquer à l'inflation. Et comme on peut le voir, ça a pris un certain temps là, à la Banque du Canada avant de commencer à hausser ses taux. Il y a eu comme un délai de presque de plus d'1 an entre le moment où l'inflation a vraiment commencé à s'élever de manière un peu plus importante au pays, puis le moment où la banque a dû augmenter. Puis là, elle a augmenté les taux, comme on le sait, très rapidement depuis le début de l'année. Si on regarde maintenant comment ça vous a touché, la hausse des taux d'intérêt, c'est des données ça, de sondage. Oui, Jasmin, tu voulais intervenir? Oui, bien, en fait, je voulais te poser une question. Si on peut revenir à la diapo précédente, tu parles de taux directeur. Je ne sais pas si tu veux expliquer brièvement c'est quoi le taux directeur pour les gens. Et puis aussi, tu dis qu'il y a eu une augmentation le 26 octobre. Est-ce que, peut-être tu vas aborder ça tantôt, mais est-ce qu'il y a d'autres augmentations de prévues là, du taux directeur? Oui, bien, ça pourrait être un bon moment, en fait, pour en parler. Il y a en fait une annonce du taux de hausse du taux de directeur dès demain de la banque. Il faut savoir que la Banque centrale n'ose pas ça là, en réaction à un événement ou à un autre. Il y a un calendrier qui est établi. Ils ont 8 dates qui sont fixées longtemps à l'avance, là, plus qu'1 an à l'avance. Et la prochaine, ça tombe justement le 7 décembre, donc demain. Et on s'attend à ce que la banque va augmenter encore les taux d'intérêt. On parle de 1/4 de point de pourcentage jusqu'à 1/2 point de pourcentage. Généralement, ils le font par multiple de quart de point. Là, c'est soit 0,25 0,50 1 On a vu du 1 de point de pourcentage là, cette année. C'était quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Généralement, la banque il va par plus petite hausse. Mais là, on pense que la banque va probablement annoncer une plus petite hausse du taux d'intérêt que plus tôt cette année. Elle est en train de ralentir le rythme des hausses. Ça se pourrait même que l'annonce de demain, ça soit la dernière, là, parce que la banque va probablement prendre une pause après ça pour que l'effet des hausses du taux directeur se fasse complètement sentir dans l'économie. Ce n'est pas instantané. Et ce que ça fait, le taux directeur, bien, ça, c'est le taux auquel la Banque du Canada prête aux autres banques, les grandes banques qui font. La Banque du Canada, évidemment, ne fait pas affaire avec les particuliers des entreprises et donc, c'est l'argent qu'elle prête aux grandes banques. Et donc, c'est ça qui détermine le coût de l'argent. Évidemment, quand les taux sont haussés, puis je pense que c'est ce qu'on avait sur la prochaine diapo, on peut peut-être y aller, il y a un effet, en fait, ça, c'est je vais y aller dans 2 secondes. Ça, je voulais juste vous parler ici de l'effet des taux sur votre entreprise selon ce que vous nous dites dans les sondages. Donc, vous pouvez voir, là, d'après un sondage qu'on a fait en juin, 30 disent que la hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada a un impact négatif majeur sur mon entreprise. Ça, c'était en juin, je vous le rappelle. Il y a eu des hausses encore plus importantes puis en série depuis ce temps-là. Et ce n'est pas étonnant là, parce que dans un autre sondage là, que je ne vous ai pas mis ici, on a beaucoup de PME qui nous montraient qu'elles avaient des produits de financement à taux variable. Donc, rapidement,
l'effet des hausses peut se faire sentir dans ces cas-là. Je n'ai pas mis les données par province parce qu'il n'y avait pas beaucoup de variations, mais vous pouvez voir ici par secteur qu'il y a certains secteurs où les entreprises sont plus exposées à la hausse des taux d'intérêt. Puis en bas, vous avez les données de notre baromètre des affaires là, qui montrent que la proportion de PME qui disent que les coûts d'emprunt posent des difficultés à leur entreprise, vous étiez 35% au mois de novembre à nous dire que ça vous causait des pépins. Donc, on le voit là à droite. C'est un niveau qui est quand même sans précédent depuis qu'on fait le sondage en 2009. Donc, on voit tout de suite là, que la hausse des taux vous touche également. Maintenant, si on va sur la prochaine diapo, on peut voir ce que la banque a fait. Ça, c'est un graphique qu'ils ont produit là, récemment. Elle a regardé si on augmente les taux, là, eux autres appellent ça 100 points de base, c'est le jargon pour dire 1 point de pourcentage du taux directeur. Donc, si les taux d'intérêt augmentent de 1 point de pourcentage, quel va être l'impact sur différentes catégories de dépenses? Donc, on peut voir ici que c'est surtout évidemment du côté de l'habitation, puis des gros achats, que les dépenses vont être réduites. Ce 1 point de pourcentage-là va se traduire, là, comme on peut le voir ici sur le graphique, une baisse de plus de 6 pour les constructions neuves. Les achats de véhicules baissent de plus de 4 Puis à l'autre bout, du spectre, c'est la nourriture, les boissons, alcool, produits du tabac. On va se le dire là, probablement beaucoup la nourriture. C'est des dépenses évidemment qui sont moins faciles à diminuer, à remplacer. Et on le sent évidemment, hein, tout le monde le sent quand on va à l'épicerie, les coûts de la nourriture ont un impact. Et ça, évidemment, ça vous montre à quel point la hausse des taux directeurs là, pourrait avoir un impact là, assez important sur l'économie. Alors, on a déjà, mais elle va continuer probablement d'en avoir dans les prochains mois. Pascal, maintenant, dans les questions, me demandait est-ce qu'on s'attend à une baisse du taux directeur au cours de 2023? Ben oui, effectivement, c'est même pas exclu par certains. Donc, ce qui veut dire que la banque pourrait arrêter de hausser les taux avec la hausse de demain, ce serait la dernière, ou peut-être en janvier, puis après ça, prendre une pause. Et si on s'en va en récession, on va y revenir plus tard dans le webinaire, mais si on s'en va en récession après ça, ben c'est possible que si l'inflation retombe, que la Banque du Canada puisse se mettre à baisser les taux plus tard en 2023, effectivement, parce que la banque joue tout le temps un peu sur le frein puis l'accélérateur, puis elle veut maintenir l'inflation à ses bases, mais elle ne veut pas que l'économie s'en aille en récession ou en trop forte récession ou trop longtemps. Donc, effectivement, ça se peut que aussitôt que l'inflation soit maîtrisée, si les hausses de taux ont mené à une récession, bien, ça se peut qu'elle veuille réduire les taux plus tard en 2023 pour relancer l'économie. Je vais continuer avec maintenant différents éléments de l'inflation. On l'a regardé dans le graphique juste avant. Mais on avait plutôt aussi sur une des diapos là, les facteurs à l'origine de l'inflation. Donc, on a parlé brièvement sur cette diapo-là, vous en rappelez peut-être, de la demande. Bien, ici, ce graphique-là nous montre un peu à quel point ça se pourrait là, que la demande ait alimenté l'inflation récemment au Canada. C'est en fait un discours qu'on entend beaucoup de la part de la Banque du Canada. Elle dit qu'il y aurait apparemment beaucoup de Canadiens qui auraient des épargnes excédentaires puis qui dépenseraient beaucoup présentement, puis c'est ça qui alimenterait l'inflation. Si on regarde les chiffres du commerce de détail, c'est ça que vous avez sous les yeux, à titre d'exemple. Vous avez les chiffres jusqu'à septembre de cette année. La ligne bleue, ça, c'est les dollars courants, c'est les dollars non ajustés pour l'inflation. Donc, on voit que ça a beaucoup augmenté, mais l'inflation était élevée là, pendant cette période-là. Donc, on voit que la ligne est vraiment à la hausse depuis le gros creux de la pandémie. Après ça, ça a repris, puis c'est en hausse. Mais si l'inflation est à 7 puis que vos dépenses dans le commerce de détail croissent de 8, 9, 10 bien,
la croissance réelle, là, les biens qui sont vraiment ramenés à la maison, il y en a-tu vraiment 7 de plus? C'est juste qu'on a payé 7 pour les mêmes biens que l'année passée. Donc, c'est ce qu'on voit un peu sur la ligne rouge ici. Ça s'est corrigé pour l'inflation, puis on voit que la ligne est beaucoup plus plate. Oui, la ligne est plus haute. Les gens ont dépensé plus en dollars qu'on appelle constants, là, donc qui sont maintenus à travers le temps pour enlever l'effet de l'inflation. Donc, il y a effectivement un volume de vente qui est un peu plus élevé, mais ce n'est quand même pas une croissance qui est si importante qu'on pourrait le croire à première vue. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs peut-être qui font en sorte que l'inflation est vraiment en progression au pays? Bien, si on regarde sur la prochaine diapo, on va voir que, en fait, je vous montrais dans un graphique précédent l'énergie qui était une composante importante de l'inflation, à tout le moins pendant les premiers mois de l'année. Bien, vous le savez, vous avez vu les prix de l'énergie chuter. Puis, ça, ce que vous voyez sur les deux graphiques qui sont ici, ça, c'est le coût du pétrole à gauche, puis à droite, c'est les coûts sur le gaz naturel. Et on voit que il y a une chute qui est déjà amorcée, puis vous avez une barre en grisé là, sur chacun vertical, là, dans à peu près là, vers la fin de chacun des graphiques. Donc, ça départage les données réelles de ce qui est prévu pour la suite des choses. Puis vous pouvez voir qu'à la fois, là, avant qu'on rentre dans cette période de prévision-là, donc à gauche de la barre en grisé sur chacun des graphiques, bien, surtout sur celui sur le pétrole, on voit une chute des prix et les experts anticipent que ça va continuer de baisser. Puis pour ce qui est du gaz naturel, bien évidemment, nous, il y a la situation en Ukraine et tout ça, mais ce qu'il faut regarder ici, c'est vraiment la courbe bleue qui est les États-Unis, qui est une meilleure approximation de notre marché nord-américain. Et on voit que ça nous touche beaucoup moins, évidemment, que les gens en Europe et en Asie qui sont dépendants du gaz russe. Nous, on est moins exposés à ça. Donc, ce sont des bonnes nouvelles de ce côté-là. Puis on peut, si on continue à enquêter, on peut dire que le facteur énergie risque moins, lui aussi, d'alimenter l'inflation dans les prochains temps. Si on va sur la prochaine diapo, maintenant, un autre facteur que les gens ont avancé peut-être pour expliquer l'inflation des derniers temps, c'est évidemment les difficultés des chaînes d'approvisionnement. Puis on vous a envoyé des sondages, vous avez répondu en grand nombre là-dessus là, dans les derniers mois, même les dernières années, puis on sait que ça vous touche. Mais ici, vous avez différents indicateurs de la banque, beaucoup de graphiques, de lignes, mais par exemple, on a l'indice GSCPI, qui est le Global Supply Chain Pressure Index. C'est une espèce d'index global que la Banque du Canada fait pour mesurer les pressions sur les chaînes d'approvisionnement. Puis ça, c'est par exemple la ligne noire sur le graphique de gauche. Bien, vous pouvez voir que ça chute quand même, comme chute aussi plein d'autres indicateurs et les indicateurs à droite dans le graphique sur les coûts de transport. Donc, la situation qui n'est pas revenue à la normale par rapport à avant la pandémie, mais qui se normalise à grande vitesse. Là. Vous pouvez voir que la courbe est presque en train de redescendre au même niveau qu'avant la pandémie. Donc, ça allait vraiment, vraiment mal pendant une bonne partie de 2021, même 2022, mais là, c'est en train de se corriger rapidement. Mais c'est sûr qu'on sait qu'il y en a parmi vous qui continuent d'avoir des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement, puis les délais, puis les coûts. Mais ce que ces données-là nous montrent, c'est que la situation se normalise. Puis d'ailleurs, si on va sur la prochaine diapo, je voulais juste vous montrer à quel point les données qu'on recueille avec vous, si vous regardez la courbe grise, ça, c'est sur le baromètre. On vous demande à chaque mois quel facteur entrave votre capacité à augmenter les ventes ou la production. Puis un des choix de réponse, vous pouvez choisir les contraintes liées à la distribution de produits. Donc, ça, c'est un peu une approximation là, des défis liés à la chaîne d'approvisionnement. Puis, vous pouvez voir ici, en regardant la courbe grise, que ça a atteint son sommet. Là. Il y en avait 27 d'entre vous qui nous disiez au début de l'année 2022 que ça vous causait des problèmes. Puis là, on est redescendu à 18 %. Donc, c'est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on avait. Par exemple, vous voyez l'étiquette en haut de 2018, là, en moyenne, mettons 5-6 des entreprises disaient être touchées par ça avant la pandémie. Donc, on est encore au triple du nombre d'entreprises, mais on a beaucoup redescendu par rapport au pic qu'on a atteint. Donc, la tendance ici va dans le bon sens, va vers une amélioration des choses, mais il y a encore du chemin à parcourir.
Si on va maintenant sur la prochaine diapo, ça, c'est vos perspectives. Je voulais vous parler aujourd'hui un peu de ce que vous nous dites par rapport à peut-être où l'inflation s'en va, l'inflation par rapport à votre entreprise. Donc, deux questions ici qui viennent encore une fois de notre baromètre des affaires. On vous demande vos prix moyens dans votre entreprise, ça va évoluer comment dans les 12 prochains mois? Puis les salaires moyens dans votre entreprise, ça va évoluer comment dans les 12 prochains mois? Puis, vous pouvez voir ici encore une fois, c'est une autre bonne nouvelle quand même sur la tendance de l'inflation. Ça atteint un sommet sur vos plans de prix en mai de cette année à 4,9 %. Puis, depuis ce temps-là, les projets d'augmentation ont diminué à 3,9 %. Encore très élevé, là, comme vous pouvez voir d'un point de vue historique. Mais ça s'en va encore une fois dans le bon sens. Pour ce qui est des salaires, on a atteint un sommet à 3,8 % si je ne me trompe pas, en juin de 2022. Et depuis ce temps-là, ça s'est remis à descendre. Il y a eu une petite hausse là, dans le dernier mois. On est remonté à 3,4 %. C'est normal que les projets de hausse de salaire soient derrière les hausses de prix. C'est bien documenté en économie, là. Les salaires s'ajustent un peu plus tard que les prix. Et là, vous allez voir possiblement là, cet écart-là entre les deux courbes se refermer en même temps que les deux courbes vont continuer à descendre. C'est ça à quoi on s'attend au fur et à mesure que l'inflation diminue. Puis, vous vous demandez peut-être, là, bon, OK, c'est des données pour l'ensemble du Canada, à quoi ça peut ressembler pour votre province ou votre secteur? Bien, si on va sur la prochaine diapo, je voulais juste vous offrir une perspective, là, je pense comme on vous l'avait d'ailleurs promis dans le webinaire, sur les plans des PME par province puis par secteur. Alors, vous pouvez voir ici par province qu'il y a certaines provinces, là, puis il faut prendre ça, on a mis un petit astérix pour les provinces de l'Atlantique, là, où le nombre de répondants au sondage est peut-être moins élevé, donc il faut faire attention, mais on voit que ça varie un peu. Là, en Colombie-Britannique, 4,3 % d'augmentation des prix, 3,6 % d'augmentation des salaires, puis évidemment au Québec, 4 % d'augmentation moyenne des prix les 12 prochains mois, puis 3,6 % les salaires. Puis du côté des secteurs, là, on a une bonne variation aussi, mais peut-être avant que je rentre là-dedans, Jasmin, tu voulais ajouter quelque chose? Non, ben en fait, tu peux peut-être terminer avec les secteurs. Je te poserai la question tout de suite après. C'est pour un peu revenir sur cette portion-là de la présentation au sujet de l'inflation. Peut-être une petite question additionnelle, mais si tu veux faire les secteurs avant, c'est bien correct. Bien, pas de problème. Je voulais juste rajouter là, que vous voyez plus de variations, évidemment. Hébergement et restauration, par exemple, qui est à 4,7 % d'augmentation des prix, 3,9 % sur les salaires. On va voir aussi services personnels. Ça inclut, par exemple, les salons de coiffure, ça peut inclure, si je ne me trompe pas, aussi les garages, les nettoyeurs. On a 4,2 % d'augmentation des prix, 3,1 sur les salaires. On voit maintenant là, que la pression là, se reflète beaucoup du côté des secteurs de services. C'est ce qui est bien documenté là, par différentes études économiques à les médias à l'heure actuelle. Les gens, au début de la pandémie, bon, il y a eu le choc initial, mais après ça, on était à la maison, se sont procurés plus de biens. Puis là, maintenant, la consommation se déplace plus du côté des expériences, des services, les voyages, les concerts, ces choses-là, et sortir un peu plus. Donc, ça met plus de pression sur les entreprises de services. Puis on le voit un peu là, dans les chiffres que vous avez ici dans le tableau. Moi, je voulais te poser donc deux petites questions. Simon, la première, c'est tu parles que la tendance inflationniste est un petit peu à la baisse, là, selon certains indicateurs. Est-ce qu'on a une idée là, de quand on pourrait retrouver un niveau d'inflation plus normal? Donc ça, ce serait peut-être la première question. La deuxième, c'est, tu parles beaucoup que la Banque centrale du Canada, et j'imagine que c'est la même chose dans les autres pays, là, augmente le taux directeur, ça fait augmenter les taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'essayer de contrer l'inflation que seulement d'augmenter les taux d'intérêt?
Oui, bien, je vais les prendre une à une. Donc, ta première question sur, tu voulais savoir là, combien de temps ça peut prendre ou c'est quoi la trajectoire de tout ça. Exact. Évidemment, c'est difficile à estimer. Hein. Personne n'a la réponse à ça. Mais si on regarde des données sur l'inflation, tout à l'heure, je vous disais, l'inflation, on mesure généralement ça par rapport à il y a 12 mois. Hein. Ça, c'est la façon classique de mesurer l'inflation. Donc, en octobre 2022, l'inflation était à 6,9 par rapport au niveau des prix d'octobre 2021. Mais il y a une autre façon de calculer parce que, évidemment, pendant longtemps, pendant les prochains mois, on va toujours se comparer à l'année précédente où les prix étaient moins élevés. Donc, c'est juste un effet mathématique qui va garder cette inflation-là sur 12 mois plus élevée que peut-être si on utilise des facteurs à plus court terme. Par exemple, la Banque centrale, d'autres économistes vont regarder l'inflation depuis 3 mois, puis ils vont la mettre en rythme annualisé. Bien, en regardant ça, qui est un autre indicateur de l'inflation, on voit que l'inflation est probablement pas à 6,9 à l'heure actuelle, elle est probablement plus proche de 4 et quelques. Donc, on a beaucoup plus de chemin de parcouru dans le bon sens, peut-être, que ce que certaines données nous montrent. Ça, c'est encourageant. Puis ça explique peut-être aussi pourquoi la banque demain ne va pas augmenter les taux d'intérêt de 1 point de pourcentage, va peut-être les augmenter de seulement un quart de point de pourcentage ou un demi-point, puis qu'après ça, elle va prendre une pause parce qu'elle voit déjà ces effets-là sur l'inflation. Donc, ça va être peut-être difficile, par contre, de ramener l'inflation à 2 comme on l'a connu depuis les 30 dernières années avant la pandémie. Ramener ça à 2 rapidement, ça se peut que ça prenne un certain temps là, pour faire ça. Puis la banque, bien, vraiment, le taux directeur à l'heure actuelle, c'est son principal outil. Elle peut utiliser d'autres outils comme, sans trop rentrer dans les détails, des différents outils pour contrôler la masse monétaire dans l'économie, pour s'assurer que finalement, il n'y ait pas trop d'inflation. Mais je vous dirais que ça risque d'être son outil privilégié pour encore là, une période pas mal longue. Donc, c'est là-dessus là, que je pense qu'il va falloir les suivre dans les prochains mois, les prochains trimestres et les prochaines années. C'est leur principal outil, là. Oui, c'est ça, absolument. Donc, si on va sur la prochaine diapo, on peut maintenant rentrer dans la partie sur le marché du travail. On voulait vous parler évidemment un peu de ce qui se passe, encore une fois, vous donner des données qui viennent de vous. Puis, c'est sûr que dans le marché du travail présentement, c'est les pénuries de main-d'œuvre ou la pénurie. Hein. On mettait avant un S, là, on disait que c'était par secteur, par région. On enlève le S de plus en plus. On dit que la pénurie est généralisée. Si on va sur la prochaine diapo, on peut voir que, encore une fois, c'est un peu comme ce que je vous disais sur l'inflation. On voit que on n'est pas nécessairement il y a d'autres personnes avec nous dans ce bateau-là. Là. On voit qu'ici, c'est un graphique qui montre le changement dans les postes vacants depuis janvier 2019 et on voit que ça a augmenté dans plusieurs pays industrialisés, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni. Par contre, c'est au Canada, avec l'Australie, qu'on voit là, sur ce graphique-là une augmentation la plus marquée des postes vacants. Les sociétés industrialisées et pays développés, c'est des sociétés plus vieillissantes. Puis au Canada, évidemment, on a ce profil démographique-là. C'est beaucoup ça qui alimente notre inflation. C'est le facteur principal qui fait en sorte que il y a de plus en plus de postes vacants. Hein. À chaque moment qui passe présentement, il y a plus de gens qui sortent du marché du travail que de gens qui y entrent. Et ça, ben, ça fait en sorte d'exacerber la problématique, puis ça s'accumule avec le temps. Si on va sur la prochaine diapo, ce qu'on peut le voir plus en détail, c'est comment ça se traduit pour vous. Par province, par secteur. Là, ce que vous avez ici, c'est les chiffres additionnés là, en choix de réponse. On avait une question qu'on vous a posée. On vous demandait comment les pénuries touchent-elles votre entreprise? Puis vous pouviez répondre juste un choix parmi un ensemble de choix de réponse. Vous pouviez dire non, ça ne me touche pas. Vous pouviez dire aussi j'ai des pénuries qui m'empêchent de mener mes opérations courantes. Et j'ai des pénuries qui n'empêchent pas nécessairement mes opérations courantes, mais m'empêchent de prendre de l'expansion ou de me développer. Donc, c'est ces deux derniers choix de réponse-là qu'on a additionnés pour obtenir, par exemple, le 66 des PME
en septembre de cette année qui étaient touchés par les pénuries de main-d'œuvre. Bon, on était un peu conservateur, pour être honnête avec vous. On aurait pu rajouter à ça, on avait une autre catégorie de choix de réponse de PME qui disait j'ai tout mon monde, puis j'ai mon monde pour prendre l'expansion, mais ça me coûte vraiment plus cher qu'avant. Ça, c'était un autre environ 17% pour le Canada. Donc, vous pouvez voir, Canada, on ne l'a pas sur la carte à gauche, là, mais dans la liste des secteurs à droite, vous l'avez à peu près dans le milieu, il est à 59%. Donc, si on rajoutait le 17% qui ont tout leur monde, mais que ça leur coûte vraiment plus cher qu'avant, ben, ça nous donnerait évidemment là, à peu près là, quasiment 8 sur 10, les 3/4 là, qui sont touchés par les pénuries de main-d'œuvre. Puis vous pouvez voir là, dans ce graphique-là à droite là, que ça touche les secteurs à différentes échelles. La construction, gestion d'entreprise, transport, hébergement, restauration, ça c'est le quatuor qui est vraiment en tête. Tous les secteurs, par contre, et toutes les provinces là, voient un nombre significatif d'entre vous, là, des PME, être touchés. Dans l'encadré en bas, ce que j'ai mis, c'est notre estimé du nombre de postes vacants dans le secteur privé. Donc, on vous demande aussi chaque mois, avez-vous un poste qui est vacant dans votre entreprise depuis au moins 3 à 4 mois parce que vous ne trouvez pas d'employés qualifiés. Et au troisième trimestre de 2022, ça équivalait là, à 663 100 postes vacants pour l'ensemble du Canada dans le secteur privé, des postes qui étaient vacants depuis au moins 3 ou 4 mois. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, avant que la pandémie arrive puis mettre un peu ça sur pause, depuis ce temps-là, évidemment, on le voit ici, ça a repris en force, là. Mais avant la pandémie, on avait atteint un sommet historique depuis qu'on calcule ça. On calcule ça depuis 2004. À 400 quelques mille. Puis on disait que c'était sans précédent puis que c'était vraiment un problème important. Imaginez-vous, ça a augmenté d'un autre 50% en 2-3 ans. Donc, on est vraiment face à une vague là, de fonds ici qui, encore une fois, est alimentée par le vieillissement de la population. Donc, c'est un gros défi qui est à l'horizon. Si on va sur la prochaine diapo, évidemment, ce que souvent les gens qui peut-être qui ne dirigent pas une PME vont dire ouais, mais il faut augmenter les salaires, puis ça va régler toute la question. Qu'on voit ici, c'est effectivement comment ça se passe du côté des salaires, cette pénurie de main-d'œuvre-là. On voit bien ici, avec ce chiffre-là, avec ce graphique-là, pardon, que les entreprises qui ont au moins un poste vacant prévoient à tout moment d'augmenter les salaires sur la prochaine année, beaucoup plus que celles qui ont, donc ça, ce sont les entreprises en bleu, celles qui ont un poste vacant, et en vert sur le graphique, ce sont celles qui n'ont aucun poste vacant. On voit que l'augmentation prévue des salaires est beaucoup plus importante quand vous avez un poste vacant. Donc ça, ces données-là, on utilise beaucoup ça avec d'autres données là, qu'on vous a, de sondages qu'on vous a envoyés dans le passé, où vous nous avez dit en grande partie, par exemple, que l'augmentation des salaires était loin d'être la panacée. Souvent, vous aviez essayé de les augmenter, mais il n'y avait tout simplement pas de CV qui était déposé. Donc, oui, des fois, on veut bien augmenter les salaires dans la mesure de nos moyens, mais s'il n'y a pas de candidat en première d'un point de vue, d'un point de départ, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il va falloir se tourner vers d'autres avenues de solutions que juste les salaires, évidemment. Et si je peux renchérir sur ces autres mesures, Simon, là, donc nous, quand on rencontre les élus, c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur justement des mesures pour favoriser l'immigration, qu'il y ait une meilleure adéquation entre les gens qui viennent au pays et les compétences que ces gens-là ont pour s'assurer que le système d'immigration fonctionne mieux, que ce soit plus rapide pour les entrepreneurs d'avoir les travailleurs qui ont besoin, qui sont issus de l'immigration. Tu parles de d'autres solutions, l'automatisation, tu le sais très bien, c'est une solution qui souvent a beaucoup de succès pour les entreprises qui peuvent mettre en place des solutions en lien avec l'automatisation. On fait beaucoup aussi de recommandations au niveau de mesures fiscales qui pourraient être adoptées par les différents paliers de gouvernement pour attirer des gens, par exemple les retraités, pour qu'ils puissent revenir sur le marché du travail puis qu'ils puissent garder une plus grande portion de leur salaire lorsque ils touchent déjà une pension.
Baisser aussi le fardeau fiscal là, des PME pour qu'elles puissent davantage réinvestir dans des processus, toutes sortes de choses. Donc, quand tu dis que l'augmentation des salaires, c'est pas une panacée, nous, quand on prend ces données-là puis on les amène d'un point de vue des rencontres avec les élus, on met de l'avant toutes sortes de solutions qui vont vraiment aider sur le terrain les entrepreneurs à faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Oui, puis je pense que aussi, ce qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que vous pouvez compter sur nous pour rester actifs sur ce sujet-là. Vous savez, vous avez été nombreux dans les dernières années, comme je le disais au début, à remplir nos sondages, mais ça a donné des résultats. Ça nous a permis de mener des batailles pour vous avec des données crédibles. Puis comptez sur nous là, pour, dans la prochaine année qui s'en vient, vous envoyer des sondages sur les sujets de l'heure. Puis c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre va continuer d'en être un et on va essayer d'aller chercher vos perspectives là-dessus. Des fois aussi, vous avez des bonnes idées de solutions qu'on peut partager avec l'ensemble des membres de la FCEI. Donc, vous pouvez compter sur nous là-dessus là, en 2023. On rentre maintenant dans la dernière partie de notre présentation. Je vais essayer de faire ça rapidement si on veut avoir le temps de prendre quelques questions. La chose en l'air, la récession. Est-ce que ça s'en vient? Puis si on regarde vraiment, peut-être du côté, avant qu'on passe, on y est déjà, mais j'allais dire que du côté du public, on peut des fois voir des perceptions que la récession est déjà commencée ou qu'on est déjà dans la récession. La première chose que je devrais dire, c'est que c'est difficile de faire des prévisions sur la récession. C'est pour ça que mon image précédente, c'était une boule de cristal. Ça prend vraiment des fois un peu de... même avec des diplômes en économie, les banquiers centraux, les supposés experts ont de la difficulté à prévoir ce qui va se passer le mois prochain. On l'a bien vu avec la pandémie, avec les différentes crises économiques. Mais néanmoins, si on regarde qu'est-ce qui se fait comme prévision à plus court terme, si on retourne sur notre autre diapo, si on regarde les prévisions du PIB réel. Puis là, je voulais vous donner juste une définition pour ceux qui sont moins à l'aise avec le terme. Là. Le PIB réel, donc, c'est tous les biens et services qui sont produits dans un pays au cours d'une période donnée. Généralement, c'est une année, ça peut être un trimestre. Le PIB, quand on dit qu'il est réel, c'est évidemment un peu comme je l'expliquais tantôt avec les ventes au détail, c'est pour ajuster sur l'effet de l'inflation. Parce que si l'inflation était, la croissance est de 7 % mais que l'inflation a été de 7 % pendant la même période, il n'y a pas eu de croissance réelle. Là. On a produit les mêmes biens et services, mais on a juste augmenté les prix de 7 % C'est pour ça que toutes les ventes ont augmenté de 7 % Donc, le PIB réel, c'est ça qu'il faut regarder pour voir si notre économie croît réellement. Puis, le rappel que je voulais vous faire ici, c'est que pour considérer qu'on a une récession, la définition généralement acceptée en économie, parce qu'il n'y a pas une définition très officielle, noire ou blanche, mais c'est généralement 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Et dans le tableau que vous avez ici en bas, je vous montre un peu les chiffres selon les différents prévisionnistes. Nous, à la FCI, on vous fait des prévisions basées sur nos données de sondage. Vous pouvez d'ailleurs les trouver à fci.ca/recherche avec tout le reste de notre recherche, dont une bonne partie que j'ai présentée ici aujourd'hui. Il y a la Banque du Canada, puis le consensus du secteur privé, ça, c'est tous les économistes, par exemple, des grandes banques. Ça a été publié, ça, quand le gouvernement fédéral a mis à jour ses prévisions, puis fait sa mise à jour budgétaire il y a quelques semaines. Les 2 premières colonnes en grisé, ça, ce n'est pas des prévisions, c'est les chiffres réels qui ont été publiés par StatCan. C'est pour ça que c'est les mêmes pour chaque ligne. Puis après ça, vous pouvez voir les différentes prévisions pour le 3e trimestre de cette année et celui dans lequel on est, le 4e, puis le début de l'année prochaine. Puis vous pouvez voir ici qu'il n'y a aucune de ces périodes-là. On aurait du rouge dans le tableau s'il y avait du négatif, mais c'est tout en vert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas pour l'instant de prévision. Puis certaines banques, oui, individuellement, vont avoir d'autres prévisions, mais le consensus pour l'ensemble des économistes du secteur privé, c'est que l'économie va continuer de croître. Mais vous pouvez voir, là, c'est très léger. Là. On parle de 0,8, 0,2, 0,5, 0 % au premier trimestre de 2023. Donc, on va être soit dans une période de très faible croissance économique, et là, comme
on est vraiment très proche de la ligne. Ça se peut aussi que c'est des prévisions. Ça se peut qu'on aille de l'autre côté en récession. Mais si c'est une récession, ce que ça veut dire, c'est que ça risque d'être assez modéré comme récession là, du côté de l'économie canadienne. Donc, ça, c'est vraiment ce que vous avez comme perspective pour l'instant pour l'ensemble de l'économie. Et évidemment, comme encore une fois, on est très proche de la ligne, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Attendez-vous à ce que les prévisions continuent d'évoluer, même à court terme. Mais pour l'instant, pas de récession prévue officiellement déclarée à l'heure actuelle. Mais au sujet d'une potentielle récession, Simon, donc c'était possible pour les participants d'envoyer des questions à l'avance. Et puis, il y a Bianca Grand-Maison qui nous a envoyé une question en lien avec une potentielle récession. Puis elle se demandait c'est quoi l'impact ou qu'est-ce qu'il y aurait de différent avec une récession avec un taux de chômage très bas par opposition à des récessions qu'on aurait connues dans le passé où il y avait un taux de chômage plus élevé. Ben, c'est une bonne question, hein? Puis c'est évidemment un peu sans précédent. Les économistes qui étudient les récessions n'ont pas souvent vu ça, si jamais ils ont vu ça dans leur recherche. Une récession où le marché du travail n'était pas en perte d'emploi ou en chômage important. Puis on l'a vu, ça s'est alimenté par les pénuries de main-d'œuvre, évidemment. Et ce que ça va faire, en gros, c'est ça ne va pas nécessairement faire changer la Banque du Canada de stratégie. Pourquoi? Parce que la Banque, son objectif, c'est de ramener l'inflation à 2 %. Vous avez certaines banques centrales dans le monde qui en ont d'autres objectifs, notamment la Banque américaine, la Fed. Eux, leur banque centrale doit se préoccuper d'inflation et d'emploi en même temps. Mais chez nous, la Banque centrale doit ramener ça à 2 % et on n'anticipera pas nécessairement que ça va faire changer la situation sur le marché du travail, que ça va faire changer leur perspective là, à l'heure actuelle. Donc, je pense que ça va être la même genre d'approche. La banque va vraiment surveiller l'inflation de très près, incluant les indicateurs que je vous mentionnais tantôt. Là, vous avez le officiel, le 6,9 % d'inflation le mois passé. Mais si on regarde sur les 3 derniers mois, l'inflation, puis qu'on remet ça en rythme annuel, l'inflation était probablement plus autour de 4 %. Fait que c'est des bonnes nouvelles, là. Je pense que ce qu'on risque de voir, c'est probablement une hausse de taux qui ne va pas s'éterniser si on a une récession, puis il y a plus de chances, on dirait, là, en regardant ces prévisions-là que je vous ai présentées, qu'il n'y ait pas de récession, mais s'il y en a une, ça va être une récession plus modérée. Donc, on pourrait s'attendre là, à une reprise économique qui pourrait s'engager dès la fin de 2023, puis en 2024, là, prendre vraiment tout son élan. Et d'autres questions aussi, il y a eu un certain nombre de questions sur l'enjeu du dollar canadien versus le dollar américain. Je ne sais pas si cet enjeu-là a un impact sur le taux d'inflation ou la reprise économique au Canada. Est-ce qu'il y a quelques commentaires que tu pourrais faire là-dessus? Bien, sur le dollar, c'est sûr que ce qu'on peut voir, c'est par exemple, c'est sûr que quand on est dans une période de grande incertitude économique, comme on vient de traverser d'un point de vue historique, les dernières années, c'était une grande incertitude, puis notamment les derniers mois, avec l'inflation, qui sont beaucoup d'incertitudes qui s'est même accélérée. Souvent, les investisseurs vont se réfugier dans ce qu'on appelle les valeurs refuges. L'or, le dollar américain, c'en est une. Et ce que ça fait, ça, finalement, c'est que le dollar américain va s'apprécier par rapport à la plupart des devises internationales. Fait que c'est pour ça probablement qu'on a présentement un dollar canadien qui n'est pas à son plus fort. Quoique, il me semble que la dernière fois que j'ai vérifié, là, on n'était pas non plus un creux, sauf que c'est sûr qu'on a un taux de change qui n'est pas super favorable. Puis pour nos importateurs, évidemment, ça a un effet sur les coûts, ça c'est clair. De quelle façon tout ça pourrait évoluer? Bien, je pense que justement, au fur et à mesure qu'on a plus de données sur est-ce que l'inflation va se stabiliser, puis ça va dépendre de la situation ici au Canada, mais aussi évidemment dans les autres grandes économies, ça se pourrait là, qu'on voit
le taux de change s'améliorer un peu. Ce qu'on peut voir aussi généralement, par exemple, le dollar canadien peut s'apprécier si notre Banque centrale a des taux d'intérêt plus élevés qu'ailleurs. Ça peut inciter des gens à venir placer ici. Sauf que là, présentement, la plupart des banques centrales sont en mode hausse de taux en même temps, donc ça risque pas tant que ça de se produire, là, cet effet-là. Donc, je pense que c'est très difficile de se prononcer là, à plus moyen ou long terme, mais on pourrait, si on se fie sur les données, là, voir un taux de change qui, à tout le moins, ne va pas se détériorer là, prochainement. Et est-ce que tu souhaites passer rapidement ta conclusion et tes points clés à retenir avant qu'on Oui. termine le webinaire aujourd'hui pour être certain là, de respecter le plus possible le temps qui était prévu? C'est ça, ben, vous les voyez, on est encore loin de la normale pour la plupart des PME. Je vous rappelle, plus de la moitié qui ne font pas des ventes normales, plus de la moitié qui ont une dette pandémique. L'inflation, on a beaucoup parlé là, aujourd'hui, quoique c'est toujours élevé, ça semble se modérer. Donc, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Les pénuries de main-d'œuvre, par contre, elles sont là pour durer. Jasmin, je pense que tu as fait un bon tour d'horizon des différentes mesures pour y faire face. Difficile de dire s'il y aura une récession à court terme. Les probabilités plus du côté de l'éviter, mais s'il y en a une, ça pourrait être une récession qui va être quand même très modérée. Sinon, ce sera une très faible croissance économique. Puis les perspectives pour 2023, une fois qu'on a tout regardé ça, semble quand même moins sombre qu'il y a 6 mois. Hein. Si on se remet il y a 6 mois, on avait beaucoup plus d'incertitudes et tout ça. Donc, je pense que je voulais vous laisser quand même sur cette note-là aussi. Ça pourrait, même si vous l'avez vu là, avec notre baromètre des affaires, vous n'êtes pas particulièrement optimiste pour les 12 ou les 3 prochains mois, mais pour les 6 prochains, pour l'année 2023, les perspectives semblent quand même un peu meilleures qu'elles étaient il y a 6 mois. Alors, ça fait le tour pour moi, Jasmin. Je vais te passer la parole et je vais te laisser conclure. Je vous remercie. Et tu pourras prendre une petite gorgée d'eau. Écoute, bravo Simon, merci beaucoup. C'est une excellente présentation. Je suis persuadé que tous ceux qui ont assisté comme moi, vous avez appris beaucoup. Donc, bravo. Et puis tous ceux tous ceux qui se sont inscrits au webinaire d'aujourd'hui vont recevoir par courriel la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir, tout le monde, consulter la présentation PowerPoint et réécouter le webinaire. Vous pouvez, puis je vous invite à le partager avec des amis, des connaissances d'affaires. Je pense que c'est un tour d'horizon complet. Alors, bravo Simon. Maintenant, un petit mot pour vous dire, évidemment, qu'il y a un très grand nombre de PME là, qui ont subi des cyberattaques au cours de la dernière année, même depuis quelques années. Là, c'est un enjeu qui prend de plus en plus d'importance. Donc, la FCEI, on lance un programme de formation sur la cybersécurité. C'est un programme éducatif en ligne qui vise à former les propriétaires de PME ainsi que leurs employés sur les façons d'améliorer la cybersécurité au sein de l'entreprise. Donc, le lancement officiel de ce programme-là va se faire dans les prochains jours. Donc, j'invite tout le monde à rester à l'affût et puis de profiter de ce nouveau programme de formation-là que nous offrons. On va continuer notre série de webinaires. Comme vous le savez, là, on en a eu beaucoup tout au long de la pandémie. On en a eu aussi beaucoup récemment sur différents sujets. Donc, on va continuer notre série de webinaires en 2023 et fort probablement, là, le prochain ou un des prochains webinaires va toucher sur les enjeux de diversité et d'inclusion. Comme je le mentionnais, tous ceux qui se sont inscrits vont recevoir l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le partager, à le réécouter. Et puis, si jamais vous avez des questions sur le webinaire d'aujourd'hui qu'on n'a pas eu le temps de répondre, si vous avez des questions en lien avec vos opérations, si vous avez des questions qui touchent la réglementation, des questions de ressources humaines, toutes sortes de questions comme ça, n'hésitez pas à communiquer avec nos conseillers et nos conseillères. Vous allez pouvoir leur poser des questions et celles-ci vont pouvoir prendre le temps qu'il faut pour vous aider. Et si vous avez également des questions pour Simon, vous avez une adresse à l'écran, recherche@fci.ca.
Vous pouvez envoyer directement un courriel à Simon et son équipe au sujet de la présentation d'aujourd'hui ou encore sur tout autre sujet. Puis, je suis persuadé que ça va leur faire un grand plaisir de vous répondre. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, on est là, suivez-nous. Et puis, ben, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Ça nous fait toujours plaisir de partager avec vous de l'information qui est pertinente pour vous en tant que propriétaire de PME. Et puis, je souhaite à tout le monde de passer une excellente fin de journée. Merci.